Pourrait-il y avoir une société clandestine de riches financiers qui aurait provoqué toutes les guerres et les dépressions? Y a-t-il une élite de l'ombre qui tire doucement les ficelles de notre monde pour la réalisation de son programme politique? Les réponses à ces questions pourraient vous surprendre. Nous sommes réunis pour parler de la prochaine crise absurde qui renverra les Américains là où ils doivent être, en chambre noire, collés à leur télévision, trop terrifiés pour zapper les publicités. Je propose une bonne vieille panique sur la santé publique. Une nouvelle maladie, personne n'est immunisé. C'est comme l'été du requin, sauf que au lieu d'un requin, c'est une épidémie. Et au lieu de l'été, c'est tout le temps. Je déteste être le gars qui dégomme l'idée que tout le monde adore. Il adore être ce genre de gars. Mais Janice, nous avons une éthique. Ça ne peut pas être une maladie inventée. La seule chose morale à faire, c'est répandre un virus mortel dans tout le grand public. Nous avons quelque chose que nous avons gardé secret mais qui n'a pas été testé. Venez par ici, NBC. Eh bien, nous croyons effectivement dans les tests, mais je... Bon, nous avons notre maladie mortelle. Maintenant, nous devons rejeter la responsabilité sur quelque chose qui est dans chaque foyer. Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir 1 million ou 1 000. Que pas par plaisir, vous pouvez faire vos courses, mais attention. C'est bon, Doulou. Oui, هنا. Sciacquolino matrimoniale. La bourse dans le rouge, des banques qui ferment et qui licencient à tour de bras, voilà ce qui s'est passé en 2008. Et si cette crise se reproduisait bientôt? Les krachs se déclenchent quand, après une longue période d'expansion monétaire, la rentabilité des entreprises devient inférieure au coût des dettes qui ont été accumulées. Et nous sommes exactement à ce point aujourd'hui. Effectivement, il y a une grande différence. L'économie réelle, elle, on le voit, elle ralentit et tout le monde fait ce que, y compris les gouvernements, tout le monde s'active pour essayer de la sauver. Et donc là, c'est un petit peu anxiogène, mais les marchés financiers, eux, en tirent bénéfice parce qu'il y a de l'argent qui arrive et ça, c'est bon pour la bourse. En apparence, tout semble se passer pour le mieux. Côté bourse, tout va bien, le CAC 40 n'a jamais été aussi élevé depuis 2007, le Nasdaq et le Dow Jones, deux indices américains, n'ont jamais été aussi hauts. Et pourtant, il y a un vrai problème, et celui-ci vient de la crise de 2008. C'est l'intervention très forte de toutes les banques centrales qui se sont engagées à tout faire pour soutenir la croissance. Et donc elles injectent énormément de liquidités pour relancer la croissance. Et même si ça ne marche pas très bien au niveau de la croissance, une bonne partie de ces liquidités reviennent en bourse, arrivent en bourse, et ça suffit à soutenir les cours. Le problème, c'est que normalement, quand l'économie va mieux, on ralentit cette injection de liquidités. Et il se trouve que la pression était telle sur les dirigeants politiques, ils l'ont transmis sur les banques centrales, que ces banques centrales ont continué à le faire. Vous ne comprenez pas? Pour faire simple, les banques centrales injectent de l'argent en espérant doper
la croissance économique. Mais cela dope surtout les marchés financiers, ce qui est très dangereux, puisque petit à petit, le cours de bourse se déconnecte de l'économie réelle. Et c'est comme ça que se produisent les cracks boursiers. Aujourd'hui, la bourse, elle est dopée par des taux bas et les liquidités qui sont artificiellement injectées sur le marché. Évidemment, l'essentiel, c'est que l'économie réelle reparte réellement, fortement. Et pour ça, il faut évidemment que le commerce mondial retrouve de la confiance. Car pendant ce temps-là, la croissance du PIB mondial, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur de ce qui est produit dans le monde, diminue. Aujourd'hui, le cycle économique arrive à son terme et l'on voit que l'économie ralentit fortement. L'économie mondiale est passée d'un peu plus de 4% à moins de 3% de croissance. On a plusieurs pays qui sont en difficulté. L'Argentine ne va pas très bien, évidemment le Venezuela, mais les pays asiatiques tiennent bien. La Russie, malgré les sanctions finalement avec le prix du pétrole, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signes forts et imminents de crise là-dessus. C'est la raison pour laquelle finalement, malgré ce côté anxiogène, les marchés sont assez rationnels et tant qu'il n'y a pas un signe réel, ils vont continuer à acheter. Un krach boursier se produit lorsque le marché se réaligne sur l'économie réelle. C'est ce qu'on a vu en 1929, c'est ce qu'on a vu en 2008. Un triple 777 points perdus en une seule journée. Jamais la bourse de New York n'avait chuté comme cela. Le Dow Jones a perdu ce lundi près de 7% de sa valeur. Quant au Nasdaq, il a perdu un peu plus de 9%. C'est un verdict sans appel. Wall Street a cédé à la panique alors que personne ne voit le début d'une solution pour mettre fin à l'hémorragie qui touche les banques américaines. L'autre alerte de cette crise, elle vient des banques. Car en ce moment, les taux d'intérêt sont devenus tellement bas qu'ils sont passés en négatif. C'est-à-dire que les États ou les grandes entreprises considérées comme sûres, lorsqu'ils vont emprunter sur les marchés, vont se faire payer pour contracter des prêts. Et mécaniquement, cela fait baisser les taux d'emprunt chez les banques qui ne peuvent plus faire assez de marge. Et ça a un impact sur l'économie réelle parce que si les grandes entreprises, elles, peuvent trouver de l'argent en bourse, toutes les entreprises plus petites, elles ont toujours besoin des banques pour investir et pour faire leur métier. Et aujourd'hui, les banques ne sont pas en capacité, pour des raisons techniques, d'apporter tout l'argent dont le marché a besoin. Autre sujet d'inquiétude, le contexte géopolitique. Les relations internationales se sont énormément dégradées. La coopération avait été une force en 2008. Pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la mondialisation a explosé. Les uns et les autres, donc il y a une véritable confrontation entre les États-Unis et la Chine. Les blocs se sont restructurés. Il n'y a plus du tout de dialogue. Les institutions et les règles ont été largement démantelées. Donc, ce sera du chacun pour soi. Alors, sommes-nous condamnés à vivre bientôt un nouveau krach boursier? Ça, le camp, nul ne le sait, mais il est vrai que le compte à rebours du prochain choc est en tout cas déjà engagé. Le pari de Donald Trump, c'est d'essayer de faire en sorte que la bulle tienne jusqu'à l'élection présidentielle américaine. Aujourd'hui, ça n'est pas certain du tout. Mais le problème, c'est en bourse, ce qui est difficile, c'est de trouver le timing, quand est-ce qu'il y aura un krach. Peut-être pas tout de suite. In other news, the CDC is receiving reports of a possible flu outbreak in San Francisco. More reports of flu cases
cases along the border, but officials are saying they aren't connected. The World Health Organization is now issuing guidelines on how to deal with of the deadly H7N9 virus is now confirmed. Shortages are causing prices. Obviously, a cause for concern. warnings of symptoms caused by the deadliest virus. flu strain they have ever seen. Testing various antivirals, but at this time, They are now calling this a true pandemic. 5 years on. still no cure. No cure. このエリアは隔離されてます。And they only have enough resources to feed their own population. Another government collapses as clean water 大 becomes... 規模な暴動、略奪、暴行。 10 years since the first reported. We are concerned about the future of humanity. How many more of us have to die? Attention. Due to the extremity of the simian flu crisis, all regular government functions have been suspended indefinitely. Attention. Due to the extremity of the simian flu crisis, all regular... Je propose une bonne vieille panique sur la santé publique. Une nouvelle maladie, personne n'est immunisé. C'est comme l'été du requin, sauf que au lieu d'un requin, c'est une épidémie. Et au lieu de l'été, c'est tout le temps. Je déteste être le gars qui dégomme l'idée que tout le monde adore. Il adore être ce genre de gars. Mais Janice, nous avons une éthique. Ça ne peut pas être une maladie inventée. La seule chose morale à faire, c'est répandre un virus mortel dans tout le grand public. Nous avons quelque chose que nous avons gardé secret mais qui n'a pas été testé. Venez par ici, NBC. Eh bien, nous croyons effectivement dans les tests, mais je... Ouais. Bon, nous avons notre maladie mortelle. Maintenant, nous devons rejeter la responsabilité sur quelque chose qui est dans chaque foyer. Quelque chose dont le public a déjà un peu peur aujourd'hui. Je considère un peu ça comme une guerre mondiale. Une guerre bactériologique. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Le rêve américain est mort. Nous prendrons toutes les mesures utiles pour que vous rêviez à nouveau. We are making America great again. You haven't heard that, have you? L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution. A lot of people think that goes away in April with the heat. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. You know, I know windmills very much. I've studied it better than anybody. I know it's very expensive.
And they say the noise causes cancer. You tell me that one, okay? A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. But I'm smarter than him. I'm smarter than anybody. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution. Nous sommes en guerre. Après 10 jours de congés forcés, les bourses chinoises ont rouvert aujourd'hui. Fébriles, elles ont plongé de 8%. Preuve que les marchés s'inquiètent de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. La Chine est aujourd'hui un pays quasiment à l'arrêt. Entre les mesures de confinement, les restrictions de déplacement et la peur de contracter la maladie, les rues sont quasi désertes. De grandes enseignes étrangères, comme Starbucks, McDonald's et Apple, ont décidé de fermer boutique. À part les supermarchés, beaucoup de magasins ont tiré le rideau. Même les bars et les restaurants sont fermés. Paralysée, la Chine est aujourd'hui coupée du monde. Plusieurs pays ont fermé leurs frontières ou ont suspendu les vols vers Pékin. Les États-Unis interdisent même l'entrée sur leur territoire de tout étranger ayant séjourné en Chine. Atelier du monde entier, marché gigantesque, la Chine tente de rassurer ses partenaires économiques. Nous sommes pleinement capables de contrôler l'épidémie et de réduire au minimum son impact sur l'économie. Le FMI s'inquiète pourtant d'un risque de crise économique mondiale. Si les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient systématiquement affectées ou si les marchés financiers mondiaux étaient considérablement touchés par une incertitude croissante, alors évidemment l'impact serait plus important. Combien de temps encore les échanges commerciaux peuvent-ils durer avec une Chine de plus en plus isolée? La crise sanitaire provoquée par le coronavirus risque-t-elle de se transformer en crise économique mondiale? Nous sommes en guerre. Une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. Nous sommes en guerre. Pardonnez-moi. Nous sommes en guerre. Reste au monde entier. Nous sommes au CACH de Nanterre. Ma collègue infirmière et moi, on va dans une chambre d'un patient infecté. On n'a pas de matériel, on est obligé d'adapter. Regardez comment nous sommes habillés. Est-ce que ça nous protège? Je ne sais rien. Non. On attend toujours la carte de garde pour qu'elle vienne avec le matériel. Et le masque, il n'est pas bon. Et le masque, c'est pas le masque adéquat pour ça. Donc, voilà. Que Seigneur, viens nous en aide, parce que là où on va, c'est une mission suicide. C'est comme si on avait des grenades sur nous, on ne sait pas avec quoi on va ressortir. Et moi, j'ai appelé l'urgence pour demander venir voir le patient pour écouter ses poumons. Personne ne veut venir. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on est un service. Nous sommes en guerre. Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Presque toutes les heures, on actualise le nombre de personnes qui sont tombées malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en Chine, on n'a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que d'où vient le dangereux coronavirus? Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur du virus. Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Die Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Voici une citation du docteur Alan Cantwell.
J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans les coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie ? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Pourrait-il y avoir un lien entre le virus et la proximité des laboratoires si on considère le lieu du départ de l'épidémie et les déclarations des deux virologues ? Cela signifierait que ce n'est pas une simple théorie de la conspiration, comme le prétendent les médias comme un moulin à prière. Il est particulièrement intéressant de noter que les événements de Wuhan rappellent le polar The Eyes of Darkness de l'écrivain américain à succès Dean Koontz, publié en 1981. Ce livre de science-fiction écrit il y a environ 40 ans décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Un virus provenant d'un laboratoire d'armes biologiques chinois à Wuhan déclenchera une pandémie en 2020. Des gens mourront d'insuffisance pulmonaire. Nous sommes donc en présence d'incroyables similitudes. Le déclencheur, un virus. D'où vient celui-ci? D'un laboratoire d'armes biologiques en Chine. Dans quelle ville? Wuhan. Quand? En l'an 2020. Avec quelles conséquences? Les personnes meurent d'une insuffisance pulmonaire. Dans ce polar, le virus est appelé l'arme parfaite. Il tue l'ennemi sans combat et sans dévaster le pays. Des événements historiques d'une grande portée ont été prédits avec précision à de nombreuses reprises, comme le montre notre émission « Les crises globales ». Une autre indication que le coronavirus pourrait également être une arme biologique militaire ciblée est le fait que certains peuples, en particulier les Chinois et les Japonais, sont génétiquement beaucoup plus menacés par le coronavirus que d'autres peuples, comme les Arabes et les Européens. Nous sommes en guerre. Attester toujours qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est important que je le précise. Et alors, premier point, le coronavirus. Alors, le coronavirus, on ne va pas commencer à rentrer dans une genèse médicale, etc. Ce n'est pas notre métier, d'accord ? On fait de l'activisme politique et on fait du décryptage géopolitique aussi. Mais il est intéressant de souligner que cette maladie, tout le monde entend parler, c'est en train de toucher beaucoup de gens, même si certains disent qu'on grossit trop le trait par rapport à la population mondiale. Mais méfions-nous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas qui sont dévoilés, et puis il y a d'autres cas qui ne sont pour l'instant pas présentés officiellement, et donc qui ne sont pas comptabilisés. Mais ce n'est pas parce qu'on entend un nombre de gens qui meurent que cela signifie qu'il n'y a que ces gens-là qui meurent. Je pense qu'il faut quand même que notre population et le monde entier prennent ça au sérieux. Il est intéressant de souligner que un des membres du gouvernement chinois a précisé que les autorités chinoises sont convaincues que le gouvernement américain est à la base de la conception de ce virus-là, et ils pensent que c'est une arme bactériologique. Et je pense que ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire, notamment avec Wouter Basson, médecin en Afrique du Sud qui avait créé un gaz uniquement pour tuer les Noirs, je souhaite
ardemment que les gens arrêtent d'être dans Mamadou au pays des merveilles en pensant que les maladies tombent du ciel comme ça, etc. Il y a des gens qui veulent la réduction de la population, on appelle ça le malthusianisme, d'accord, de Malthus. Et ce malthusianisme, c'est les oligarchies pensent qu'il faut réduire la population. Donc ça, c'est pas du complotisme de bas étage, hein, c'est une réflexion politique de fond, c'est une réalité. Il y a une surpopulation mondiale par rapport aux ressources. Et il se trouve que les ressources, en plus, sont capturées par une minorité qui ne veut pas les partager. Et donc, plutôt que mieux les partager, la minorité préfère réduire la population mondiale. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe qui est aussi intéressant d'être souligné, c'est que les deux pays qui ont été touchés en premier, c'était la Chine et l'Iran. Et comme le dit donc le membre du gouvernement chinois, quels sont les deux pays qui sont considérés comme les pires ennemis d'une autre nation? Eh bien, c'est la Chine et l'Iran, ennemis de qui? Des États-Unis. Il est aussi intéressant de montrer comment Donald Trump a réagi face à cette épidémie. We will confront this challenge together, and we will continue to do exactly what we're doing, and we're going to be very successful. A lot of things are happening, a lot of very exciting things are happening. Il a parlé avec une légèreté, il a parlé avec une assurance, il a parlé avec le fait de « vous inquiétez pas, on va trouver un vaccin et puis nos laboratoires, le lobby pharmaceutique, va permettre de sauver l'humanité de ce virus ». Certaines mauvaises voix, certaines mauvaises langues vous diront que l'antidote est déjà trouvé depuis longtemps et que certains savent très bien ce qu'ils font. Mais le problème, c'est que comme le dit justement ce verset, l'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous pouvez vouloir contaminer telle et telle région, mais l'être humain circule. Il y a ce qu'on appelle la transhumance. L'humain circule depuis la nuit des temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, bien que des pays aient été ciblés, étant donné que la Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants, et que les Chinois circulent beaucoup, tous ceux qui connaissent le Chinatown le savent pertinemment, eh bien, ceux qui pensaient que cette maladie allait être confinée à la Chine ou à l'Iran ont été très mal à l'aise de voir qu'en réalité, ça s'est diffusé partout. D'accord? Et donc le membre du gouvernement chinois dit que c'est une maladie qui a été importée dans leur pays. Moi j'y crois, je ne crois pas que c'est quelque chose qui vienne de Chine, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été conceptualisé et qui, comme le disent les autorités chinoises, a été fait pour nuire à ces pays. Mais ça s'est disséminé. Et l'ironie du sort, c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs comment certains médias français riaient et se moquaient des Chinois lorsqu'on parlait du coronavirus, ils appelaient le coronavirus le péril jaune. Un titre d'un racisme et d'une xénophobie la plus crasse, mais qui n'est pas surprenante quand on connaît quand on sait comment fonctionne l'oligarchie française de manière générale. Et il se trouve que les mêmes qui appelaient cette maladie le péril jaune, aujourd'hui, eh bien, sont dans un état d'alerte maximale, en tout cas quasiment maximale, puisque le péril prétendument jaune est devenu un péril bleu-blanc-rouge, puisque la France, elle aussi, est touchée. Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir 1 client, point final. C'est devenu aussi un péril vert-blanc-rouge d'un pays, l'Italie, qui s'est manifesté de manière spectaculaire ces dernières années, il faut quand même qu'on le précise. Moi, ça ne me gêne pas, hein. C'est-à-dire que les pays qui veulent montrer leur xénophobie, etc., moi je sais qu'on est dans un royaume qui est une jungle humaine, et où l'être humain n'existe pas forcément par le biais des sentiments. Et donc il faut que chacun puisse se prémunir et se défendre, et c'est pour ça que j'ai toujours dit à notre peuple, comme le disait mon maître intégral Marcus Garvey, ou comme le disait le docteur Khalid Mohamed, n'allez pas vous mélanger à des gens qui vous ont toujours montré leur mépris. C'est aussi une question de dignité sur le terrain identitaire. Arrêtez de demander une place chez les autres et renforçons-nous nous-mêmes. C'est très important de le faire. Mais donc l'Italie a montré depuis des années que ce n'était pas une très grande africanophile sur un certain nombre de points. J'en parlais d'ailleurs avec certaines personnes en Italie, certains frères et sœurs africains, d'accord. Et j'en parlais aussi avec certains Italiens, à l'époque où je parlais encore avec eux, le mouvement 5 étoiles, notamment le militant tendance de la gauche dure, Alessandro Di Battista, membre du mouvement et cadre, leader, un des cadres, des leaders du mouvement 5 étoiles. Je disais que, bien sûr que tous les Italiens ne sont pas comme ça, mais il y a quand même un problème réel de négrophobie dans ce pays. Et
Peut-être que la solution pour éviter ça, c'est qu'en effet, chacun s'occupe, défendre ses propres intérêts et que chacun retrouve son espace, parce qu'être traité comme un sous-homme dans leur pays, c'est pas positif. Mais l'Italie, en tout cas, se présentait comme un pays qui refuse, avec l'autre abruti de Matteo Salvini, qui refuse aux autres de venir lorsqu'ils fuient certains périls, lorsqu'ils fuient certains drames, lorsque les Syriens fuient la guerre, lorsque d'autres fuient le bombardement en Libye, etc., etc. L'Italie les recalait, les refusait et tout ce qui s'ensuit. Il faut le rappeler, notamment par le biais de Matteo Salvini. Et quelle ironie du sort que de retrouver les mêmes qui, d'ailleurs, parfois certains d'entre eux, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode à Venise, où un noir s'était noyé dans la mer, dans le fleuve, et les Italiens, les passants italiens, photographiaient le noir en train de se noyer et riaient. Donc Venise, c'est romantique pour certains, mais c'est chaotique pour d'autres. Sans faire d'essentialisme, mais il y a quand même un fond de réalité dedans, et je pense que personne n'en disconviendra. Eh bien, c'est marrant que aujourd'hui, ce pays qui a été le chevalier de la lutte contre la venue des migrants voit un certain nombre de ses habitants, d'accord, bien souvent ceux qui sont de classe un peu plus aisée, parce que les pauvres, malheureusement, les prolétaires dans le monde entier ne peuvent pas bouger comme ils le souhaitent, mais donc qui se sont rués sur les derniers vols pour prendre l'avion, pour ensuite faire des croisières et atterrir dans des bateaux comme Costa Magica. Donc, qui sont dans une croisière à l'heure actuelle. Costa Magica est en train d'accoster dans les Caraïbes. Et ça a provoqué la colère de mes petits frères et sœurs militants, que je salue d'ailleurs profondément, d'accord, notamment en Martinique, qui ont dit « mais on ne comprend pas, il y a du coronavirus dans ce bateau, pourquoi voulez-vous qu'on accepte que les Italiens viennent ?» Et je rappelle cette chose-là parce que c'est assez ironique. Les Italiens ont montré leur mépris de manière globale des populations dites non occidentales, et maintenant qu'elles doivent vivre dans ce drame de la fuite vis-à-vis des dangers qui les guettent, parce que le coronavirus n'est pas un jeu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent peut-être la sensation d'être, entre guillemets, un migrant. Là aussi, vous verrez la différence de traitement médiatique. Quand des non-occidentaux voyagent aux quatre coins du monde, on les appelle des migrants. Quand les occidentaux voyagent aux quatre coins du monde ou fuient des dangers, on les appelle des touristes. Intéressant la petite différence. Donc, et d'ailleurs, rappelons une chose, les Italiens, quand ils sont allés aux quatre coins du monde, à l'époque, les prolos, quand ils sont partis voyager, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés à différents endroits en Amérique latine, eux, c'était des explorateurs, ou c'était les gens qui venaient civiliser. Mais quand c'est nous, ça pose problème. Je pense que l'empathie, c'est peut-être aussi la leçon que Dieu donne. Je ne dis pas que Dieu, bien évidemment, a contribué ou a créé le coronavirus, mais ce qui est sûr, c'est que les esprits malfaisants qui ont créé ce virus-là ne savaient pas que Dieu allait aussi se servir de cela pour leçon vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Et je pense que cela, ça mérite une réflexion de fond. Arrêtez de prôner pour d'autres ce que vous ne serez pas capable d'appliquer pour vous-même. Parce que quand vous êtes en danger, l'être humain, quand il est en danger, beaucoup partent, fuient. C'est la nature humaine qui est comme ça. Tout le monde n'est pas dans une démarche d'être kamikaze en tant que tel. Et donc, je pense qu'il faut, pour les Italiens, revenir à un peu plus d'humilité, de pudeur. D'ailleurs, dans le bateau Costa Magica, il n'est pas surprenant que parmi ceux qui ont été présents dans la croisière, ces Italiens-là, précisons-le parce que c'est important, beaucoup viennent de Milan. Milan, l'une des villes les plus négrophobes et les plus xénophobes qui existent, la ville de Matteo Salvini à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est intéressant à souligner. Donc, méditons dessus et revenons à de bons sentiments en ce qui concerne, moi je dis toujours, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. C'est ce que disait Marcus Garvey, c'est ce en quoi je crois profondément, c'est ce que disait le docteur Khalid Mohamed, mon maître politique et mon maître sur le terrain de la conscience historique, africaine, spirituelle, métaphysique de manière générale. Mais je précise quand même que quand bien même cette réalité est de fait, quand des gens fuient la misère, traitez-les avec dignité. Plutôt que de vous moquer d'eux, de les mépriser, alors que quand vous êtes confrontés au même problème, vous faites moins les malins. Certains fuient les bombes, d'accord? Vous les traitez avec mépris. Mais quand vous fuyez des risques, c'est même pas des risques, quand vous fuyez le coronavirus qui n'est pas forcément établi pour tout le monde, là, vous êtes surpris que les gens vous recalent. Je pense que chacun devra venir, rentrer, revenir à de meilleurs sentiments. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là.
invisible, insaisissable qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Cette chasse aux faisans et aux coqs de bruyère n'a jamais été filmée. Aucune photo, aucune archive, mais cela s'est sûrement passé ainsi. Le Hollandais Henri Deterding, un homme implacable et déterminé que l'on surnomme le Napoléon du pétrole. Des jungles de Sumatra où il exploite un gisement, il va s'allier à Marcus Samuel, un riche armateur et négociant en coquillages exotiques. Les deux hommes fondent la Royal Dutch Shell. L'Américain Walter Teagle, il représente la Standard Oil Company, fondée par John Rockefeller à 31 ans, la future Exxon. Puis, transport, raffinage, distribution, tout est contrôlé par la Standard. Une pieuvre tentaculaire. En 1911, Rockefeller est condamné au démantèlement de son trust en 34 compagnies. Mais elles resteront toutes sous le contrôle du premier milliardaire du siècle. Sir John Cadman, anglais, directeur de l'Anglo-Persian, la future BP, créée sur les pétroles de Perse. À l'initiative du jeune et talentueux ministre de la Marine de l'époque, Winston Churchill, l'État britannique entre au capital de BP et la Royal Navy abandonne le charbon pour le pétrole. La Première Guerre mondiale va lui donner raison. Navires, avions, tanks, le pétrole est devenu le sang de toutes les batailles. La nouvelle industrie automobile se développe et la Ford T se vend par millions. Le monde a soif de pétrole et une lutte sans merci s'engage entre les compagnies. Une concurrence qui déclenche une instabilité du marché. Il est grand temps de s'entendre. Elle s'appelait la Royal Dutch Shell, la Standard Oil Company et l'Anglo-Persian. Aujourd'hui, Shell, Exxon et BP. Elles sont les plus grandes compagnies pétrolières du monde. Retour au château. Le Gotha du pétrole est à table, la réunion secrète peut commencer. Henri Deterding déclare « Il est temps d'exploiter fraternellement et le plus profitablement possible les ressources pétrolières mondiales. Zone d'exploitation, prix du transport, prix de vente, tout doit être partagé. » Au petit matin, l'accord est trouvé, un pacte secret est scellé, sans signature. Un cartel de pétroliers se prépare à dominer le monde. Tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Tu déconnes pas avec le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il tient en une phrase vraiment très simple. Alors même si t'es complètement con, une possibilité que je n'écarte pas, tu devrais comprendre. On y va, écoute bien. Donne-moi tout ce que t'as. Ou bien je te tue. 1928, c'est le moment où, en effet, les compagnies pétrolières, les grandes compagnies pétrolières décident, à travers des accords qui ont lieu à Knakaré, qui sont des accords informels, un accord d'ailleurs, plutôt pas plusieurs, décident de se partager le monde, les prix, les zones de production, en formant de facto ce qu'on considérera comme un cartel. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, évidemment, les pays consommateurs sont tenus dans l'ignorance, les gouvernants des pays consommateurs tout autant, mais également, bien entendu, les pays producteurs. C'est-à-dire que tout ça se fait dans le secret
et la moralité la plus totale. Et il faudra attendre non seulement l'après-guerre, mais le début des années 50 pour que le détail de ces accords puisse enfin commencer à filtrer. Ils ont fait un couloir humanitaire entre les Rothschild et les puits de pétrole. C'était ça, c'est le couloir humanitaire. Oui. Ce matin du 29 août 1928, l'ordre du monde a changé. D'autres compagnies vont rejoindre cette conspiration de milliardaires. L'histoire les appelle les 7 sœurs. Exxon, Shell, BP, Mobil, Texaco, Gulf et... 135 pays impliqués désormais. L'Europe toujours au cœur de la crise. Inquiétude en Italie, en Espagne. Ça me déprime totalement, les gens réalisent pas du tout quoi. Il y a 20 cm entre deux personnes et je veux dire on a l'impression que c'est une histoire qui n'existe pas. Je veux dire la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement. Est-ce que plus de papier toilette à Clermont-Ferrand? Rupture de pâtes à Liévin, de viande à Poitiers. C'est un scénario de fin du monde, donc on essaie de se préparer, voilà. Le virus, il est révolutionnaire, là. Il empêche la privatisation d'ADP, il fait un krach boursier. Il y a un point qui est certain, c'est qu'on a eu une doctrine qui a été construite sur le manque. Et ça, c'est indubitable et c'est très important de voir ça par ce boulot de la lorgnette. Dès le début, on a manqué de tests. Dès le début, on a manqué de masques. Dès le début, on a manqué de soluté hydroalcoolique. Et ça, dans un pays qui met énormément d'argent dans la santé, c'est pas possible. Cette histoire-là, c'est la fin de la doctrine de l'efficience. Ça fait des années qu'on nous dit il faut faire mieux avec moins dans la santé. On a vu où ça nous mène. On n'a pas été capable d'avoir des stocks de masques. On les a arrêtés en 2011 parce qu'on a jugé qu'on avait trop dépensé au moment de la grippe H1N1. On ne les a pas reconstitués sous Marisol Touraine et quand Agnès Buzyn a pris sa fonction et quand en mi-décembre cela a commencé en Chine, on n'a pas commandé de masques. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques... Aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Donc ça, c'est un signe fort, parce que ça veut dire qu'on fait tout le temps de l'économie sur la santé, alors même que ce bien commun devrait être sacralisé et on doit arrêter de raisonner juste en coût. La France est l'un des pays développés où on a fait le plus d'austérité budgétaire sur les dépenses de santé. C'est là où les dépenses de santé, ces 5 dernières années, ont le moins augmenté, notamment les dépenses pour l'hôpital. Mais c'est valable aussi pour la médecine ambulatoire. Et ça a des effets tout à fait concrets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu sait qu'en Italie, une des parties des difficultés, c'est lié aussi à la situation calamiteuse de l'hôpital public. Eh bien, aujourd'hui, on a des hôpitaux qui sont sous tension, et donc avec le risque, effectivement, qu'on ne soit pas en mesure... Je donne un autre chiffre sur les hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux, ils ont une dette de 30 milliards. La première chose que devrait faire le gouvernement, c'est de dire, écoutez là, on efface la dette, on relance les dépenses pour l'hôpital, et en sachant que de la dette pour les hôpitaux, ça veut dire moins d'investissement. Vous savez dans l'investissement ce qu'il y a? La recherche. Eh bien, vous êtes au courant qu'on a arrêté en 2004 les recherches sur le coronavirus parce qu'on n'avait plus de moyens pour cette recherche fondamentale. On a vu sur la recherche, par exemple, on a coupé les vivres à quelqu'un qui recherchait du côté de Rouen. Il cherchait son but, c'était le coronavirus et la chauve-souris. On lui a coupé les vivres il y a quelques années. Alors que si on avait maintenu ce budget de recherche, il y aurait peut-être maintenant des doctorants sur le coronavirus et on avancerait beaucoup plus que là actuellement. On met beaucoup d'argent en très peu de temps, mais là on perd du temps. Donc on voit bien que la recherche, c'est un investissement utile. Il faut soutenir la recherche. Ça, c'est capital et j'espère que ça va être la leçon qu'ils vont retenir. Ils vont ouvrir un peu les cordons de la bourse, parce qu'ils sont contraints de le faire. Ils vont oublier le déficit, mais
Mais si on n'investit pas massivement sur la santé, si on n'investit pas massivement sur l'hôpital, si on n'investit pas massivement sur la médecine de ville, médecine de ville qui est en train de se désertifier à grande vitesse. Et là, c'est pour ça que nous on réclame des masques et des protections, parce que déjà dans un pays où on est en pleine désertification, si les médecins, si les infirmiers tombent malades. Est-ce que, par exemple, quand vous avez pris des positions les uns et les autres assez engagées pour alerter, est-ce que vous avez reçu des pressions ou est-ce que quelqu'un à un moment vous a dit « Attention, il ne faut pas alarmer, essayez de plutôt rassurer » Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Vous avez été assez courageux et notamment vous et vous aussi, monsieur, vous avez pris des positions fortes qui, je pense, ont poussé aussi le président de la République à avancer dans ce devoir de vérité. Est-ce qu'on vous a dit à un moment de lever le pied et de ne pas tout dire? Non, j'ai pas eu des pressions, j'ai eu des commentaires. D'accord. J'ai eu des commentaires, mais y compris du président de la République. Quand on s'est vu à l'Élysée, d'ailleurs Frédéric Cadnet était là, le président de la République m'a reproché, dans une interview à Libération par exemple, d'avoir inquiété les gens. Mais honnêtement, moi je pense que ce qui inquiète plus les gens, c'est pas de leur dire la vérité. Ce qui inquiète plus les gens, c'est d'égrener les morts tous les soirs. Ouais. Et surtout quand c'est une haute autorité de l'État qui égrène les morts sans préciser qu'ils ont 90 ans ou 92 ans, etc. Pour moi, c'est ça qui fait paniquer les gens. Percent avec de vaines paroles, ils vous trompent, ils nous trompent, ils espèrent nous endormir, leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie, bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde, ni vous ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres, ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Ils s'adonnèrent au plaisir. Ils mangèrent et burent plus que de raison. Ils étaient comme les enfants de la folie. Ils déchirèrent leurs vêtements. Ils étaient comme l'écume polluée que la mer rejette sur le rivage après une tempête. Et ils allèrent de péché en péché. Et ils furent plus vils que la poussière.
se vautrèrent dans la luxure et l'ivrognerie, car ils étaient devenus les serviteurs du péché. Ils se livrèrent au débordement du paganisme, de la fornication et à l'adultère. Ils furent lascifs, impurs, idolâtres, violents, orgueilleux. La colère et la haine les possédèrent. Fabriquer une idole. Un veau d'or. Comme celui-là. La terre où devait couler le miel et le lait, voici un dieu d'or que je vous donne. Venez avec moi, suivez-moi. Blasphémateur, idolâtre, pour ceci vous allez connaître la merdume et la honte. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ses lois de la vie, de la mort, du bien et du mal. Ceux qui ne vivront pas par la loi